Bonjour, bienvenue dans notre émission Pathologie médicale. Je suis Franck Yatta et nous sommes au studio ETIA. L'émission Pathologie médicale est cette émission que nous allons avoir le privilège de tenir une fois la semaine avec vous, où nous allons parler des pathologies qui nous dérangent au quotidien, qui nous dérangent chaque jour. Aujourd'hui, pour le premier numéro, nous allons parler d'une maladie qui est l'une des principales causes de décès dans le monde. Cette maladie est l'une des principales causes d'handicap qui nous dérange. Quand nous allons citer le nom de cette maladie, vous vous rendrez compte que chacun de nous a déjà eu à faire face à ce problème de santé grave. Une famille, un membre de famille, un parent, un fils, un ami, une connaissance, au travail, à l'église, dans le voisinage et partout. Cette maladie a été longtemps et encore longtemps un problème de santé. Les médecins, les chercheurs n'ont pas encore trouvé véritablement comment faire face à ce problème qui est finalement un fléau. Des tentatives de traitement sont là, des médicaments et de nombreux médicaments sont en place, mais tous, généralement, s'ils peuvent atténuer les effets, s'ils peuvent retarder la mort ou les cas graves, ces médicaments ne font pas, malheureusement, une réussite totale en ce qui concerne le traitement. Cette maladie, certaines personnes l'ont déjà deviné, s'appelle l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Qu'est-ce que c'est un AVC? Un AVC est un accident neurologique d'origine vasculaire. Souvent, il s'agit soit d'un infarctus ou d'une hémorragie. Une hémorragie ou un infarctus qui se passe au niveau du cerveau. Le terme accident montre qu'il s'agit d'un phénomène brusque. Souvent, sa survenue est pas prévenue, soudaine, boum, en un instant, vous avez les signes de l'accident qui s'installe et que vous pouvez voir. Les symptômes de l'AVC varient beaucoup, dépendamment de chaque cas, dépendamment de la nature de l'accident, dépendamment de la position, de la localisation où se fait l'accident et aussi dépendamment de l'installation des signes qui se posent. C'est alors que, comme nous l'avions dit tantôt, nous parlerons de AVC ischémiques ou ischémiques pour certaines personnes et de l'autre côté des AVC hémorragiques. L'endroit et la taille de la lésion cérébrale généralement déterminent la suite des événements ou la suite ou le développement des signes que nous allons voir dans l'AVC. Et ces signes vont des signes quelquefois même non perceptibles, non apparents, jusqu'aux signes les plus graves et même quelquefois à une mort brusque, à une mort soudaine, à une mort sans qu'il y ait signe alarmant ou signe précurseur. Et comme nous le disons, bien sûr, ces signes peuvent apparaître en quelques secondes ou généralement prendre quelque temps à apparaître. Quand les signes de l'AVC, nous allons en parler tout au long de cette émission, quand les signes de l'AVC sont présents en quelques secondes, en tout cas en moins d'une heure, on parle généralement d'un accident ischémique transitoire, communément appelé AIT. Mais quand les signes apparaissent après une heure, là s'établit généralement ce que nous appelons un accident vasculaire cérébral, on va dire régulièrement appelé. Parce qu'à ce moment-là, vous devriez savoir si c'est ischémique ou hémorragique. Mais maintenant, parlons un peu de la physiopathologie de l'AVC. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la cellule, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe quand l'accident vasculaire cérébral s'installe. Nous avions dit tout à l'heure que nous avons deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Nous avons les ischémiques ou ischémiques et les accidents hémorragiques. Parlons des AVC ischémiques. Dans un accident vasculaire ischémique, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe qu'un vaisseau sanguin ne donne plus du sang vers les cellules qu'il est censé alimenter, tout simplement parce que la circulation a été bloquée. Ici, il s'agit d'un blocage qui se passe au niveau de la circulation. Généralement, c'est un caillot sanguin. Pour plusieurs raisons, généralement c'est un caillot sanguin, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une embolie, ça peut être la présence de substances, des amas cellulaires ou d'autres substances qui s'agglutinent et qui font que la circulation sanguine, un vaisseau, est bloquée. Conséquence, les cellules qui devaient recevoir du sang ne reçoivent plus de sang. Et ces cellules-là vont mourir par manque de sang, par manque de nourriture, par manque d'oxygène. Et cette situation où un AVC est produit parce qu'un vaisseau sanguin est bloqué par une thrombose, par une embolie ou par quoi que ce soit, cette situation est appelée AVC ischémique ou ischémique ou ischémique. Les signes vont être différents. Nous allons en parler dans la suite de l'émission. La deuxième possibilité est qu'un AVC se produit parce qu'un vaisseau est rupturé. Un vaisseau est cassé, un vaisseau est détruit. À ce moment-là, les cellules qui devaient recevoir le sang ne reçoivent pas, bien sûr, du sang parce que le vaisseau est cassé, mais à ce moment-là, il entre un autre processus méchant. L'autre processus méchant, c'est que le sang va sortir de ce vaisseau parce que le vaisseau est blessé. Et donc, le sang va sortir du vaisseau et il va s'accumuler autour de cette plaie, si vous voulez, de cette blessure. Et cette accumulation de sang en dehors du vaisseau va causer ce que nous appelons bien sûr l'AVC hémorragique. Et donc nous avions dit il y aura à ce moment-là deux signes. Les premiers signes seront relatifs au fait que les cellules ne reçoivent pas du sang. Deuxième signe, et le deuxième signe est le plus méchant, ça va être le fait que le sang sort en dehors du vaisseau et il va s'accumuler et il va comprimer les cellules cérébrales avoisinantes. Et vous allez voir ça dans les images que nous allons montrer pendant que nous faisons l'émission. Et donc le sang va comprimer les cellules avoisinantes et c'est ça qui va faire que, c'est ça qui va être à la base des signes que nous allons voir. On dit généralement que les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ont des signes qui viennent brusquement, plus rapidement que les accidents vasculaires ischémiques. Tout simplement, vous l'avez compris, parce que ces signes vont dépendre du fait que cette accumulation de sang se fait plus rapidement, selon que le vaisseau abîmé ou déchiré est une artère ou une grosse artère. Donc le sang va s'accumuler plus rapidement et les signes vont être plus violents, plus rapides, plus inopinés si vous voulez. Et si l'artère est une petite artère, les signes vont être plus lents, prendre un peu plus de temps. Et bien sûr, si c'est un accident ischémique, les signes sont encore beaucoup plus lents et généralement, on va dire relativement moins graves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes des symptômes? Et nous avons dit donc que les symptômes peuvent apparaître brusquement. Quelquefois, les symptômes sont même vraiment, on va dire même anodins, très peu, même difficiles à reconnaître. Et ça peut aller montant comme ça jusqu'à des symptômes brusques, très difficiles, très visibles, et même, comme nous l'avons dit, peuvent conduire à la mort. Eh bien, quels sont les signes ou les symptômes que vous trouverez le plus fréquemment dans les accidents vasculaires cérébraux? Et bien sûr, comme vous savez, comme la pathologie vient du fait qu'il y a un accident dans le cerveau, la plupart des signes vont être liés à ce fait-là. C'est-à-dire la plupart des signes vont être des signes globalement, on va dire, neurologiques. Et les premiers signes franchement neurologiques, c'est par exemple, vous aurez des céphalées. Il y aura une installation des céphalées qui généralement ne tombent pas ou presque pas aux anticéphalées habituelles. Vous avez des maux de tête atroces, permanentes. Si vous prenez des anticéphalées, ça peut ou ne pas tomber. Et si ça tombe, quelques heures après, ça revient. Et ces céphalées peuvent être localisées
partout au niveau de la tête. Généralement vers le bas et le derrière de la tête, mais ça peut être des céphalées pratiquement sur toute la tête. Ça peut être des migraines, ça veut dire une moitié d'une tête ou pratiquement sur les deux hémisphères des céphalées qui ne s'arrêtent pratiquement pas. Vous pouvez aussi trouver d'autres troubles neurologiques du genre des vertiges ou un manque d'équilibre et à des intensités différentes comme nous l'avons dit. Et donc, ça veut dire que si vous avez un membre de famille, une amie, une connaissance, un frère, un parent, qui commence brusquement à présenter des signes du genre des céphalées permanentes et très intenses qui ne tombent pas avec des anticéphalées, ça peut être un signe précurseur qui peut vous faire penser à un AVC. Peut-être qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral et c'est déjà suffisant pour l'emmener à l'hôpital. Ce patient peut aussi présenter d'autres troubles neurologiques du genre des vertiges ou des troubles d'équilibre. Il n'arrive pas à marcher droit ou à se tenir debout. Il a tendance à tomber ou à s'asseoir. Ça, c'est un autre signe neurologique qui peut aussi entraîner ou faire penser à la survenue ou à l'installation d'un accident vasculaire cérébral. Le deuxième type de trouble, ça peut être aussi de troubles moteurs ou sensitifs. C'est-à-dire, vous avez un membre de famille qui commence à perdre la motricité. Brusquement ou progressivement, il n'arrive plus à utiliser sa main, utiliser sa jambe, marcher, ou il a tendance à tituber parce qu'une partie du corps, il ne sait plus l'utiliser. Ou alors des troubles sensitifs du genre, il n'arrive plus à sentir. Vous touchez une partie du corps, il ne sent pas que vous touchez, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres troubles du genre perte de l'odorat. Un membre de famille, aucun signe précurseur, rien du tout, mais il commence à sentir soit une odeur différente, soit perdre carrément de l'odorat, et ce genre de trouble-là. Souvenez-vous, cela dépend de là où l'artère ou la veine a subi la rupture. Si c'est une rupture ou le blocage. Ça peut être rupture ou blocage, n'est-ce pas? Donc, si c'est une artère ou une veine qui est localisée près du centre du vomissement, près du centre de l'équilibre, près du centre de la motricité, près du centre de la sensitivité, eh bien, ça va affecter cette région-là et les signes extérieurs vont bien sûr suivre la localisation et l'intensité de ce trouble à l'origine. Le troisième type de trouble, bien sûr, après les troubles neurologiques et le trouble moteur ou sensitif, vous pouvez aussi avoir des troubles liés aux troubles de langage, c'est-à-dire brusquement, un membre de famille, une amie, un ami, une connaissance parle des choses inintelligibles, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Soit la personne elle-même peut ne pas comprendre ce qu'elle dit, soit elle comprend, elle sait ce qu'elle veut dire, mais quand elle ouvre la parole pour parler, elle dit des choses qui n'ont aucun sens. La personne n'arrive pas à avoir un langage intelligent, un langage cohérent. Ça, c'est aussi un signe qui arrive souvent dans l'installation d'un accident vasculaire cérébral. Et donc, ces signes-là, neurologiques, peuvent être un précurseur important pour vous, pour savoir que votre membre de famille est en train, ou vous-même aussi. Si vous êtes suffisamment informé, vous pouvez savoir que ici, quelque chose se passe, je suis probablement en train de faire un accident vasculaire cérébral et c'est pour vous l'occasion d'aller consulter, voir un médecin. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quels sont d'autres éléments qui, associés à votre état sanitaire, peuvent réellement vous faire craindre un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire, quelles sont les autres conditions, quels sont les autres facteurs qui peuvent faire que vous fassiez un AVC ou qui peuvent favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral chez vous.
Et ces facteurs, nous les catégorisons en des risques, ou nous les appelons des risques. Ça peut être des risques majeurs, ça peut être des risques moyens ou modérés, ou ça peut être des risques minimes. Parmi les risques majeurs, nous allons citer par exemple l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur extrêmement important qui joue dans la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Cela veut dire que si vous êtes hypertendu, cher ami, cher frère, faites attention, contrôlez bien vos signes ou vos chiffres d'hypertension, vos chiffres de la tension artérielle. Veuillez chaque matin, chaque jour, si vous êtes sous médicament, à prendre vos médicaments. Veuillez chaque matin, chaque jour, à vérifier vos signes de tension. Si vous êtes sous traitement, prenez vos traitements chaque jour. Ajoutez de l'exercice corporel, de l'exercice physique, ça aide beaucoup. Faites ça parce que l'hypertension artérielle est l'un des facteurs, l'un des risques majeurs de la survenue de l'accident vasculaire cérébral. On parle aussi quelquefois de la fibrillation auriculaire. Si vous avez quelques problèmes cardiaques, fibrillation auriculaire par exemple, vous avez quelques troubles dans le fonctionnement de votre cœur, faites aussi attention, ça c'est aussi un des éléments très importants, un risque majeur pour la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Et il y en a beaucoup. Toute forme d'arythmie cardiaque, ainsi de suite, sont des risques majeurs. Il existe un autre élément qui est aussi un risque majeur, c'est l'alcoolisme. Les personnes qui prennent beaucoup l'alcool sont des personnes à haut risque aux accidents vasculaires cérébraux. Surtout si ces personnes sont aussi hypertendues connues. Vous êtes hypertendu connu, jouez bas sur votre habitude à prendre de l'alcool. N'est-ce pas? Il existe aussi un autre risque majeur ou un autre facteur majeur, c'est l'âge. Les personnes qui ont un âge relativement élevé, ça dépend. Au jour d'aujourd'hui, l'âge, vous pouvez trouver des hypertendus pratiquement dans tous les âges et vous pouvez avoir des personnes qui font des accidents vasculaires cérébraux dans tous les âges, mais généralement au-delà de 45, 50 et plus, l'âge commence à jouer un rôle très important. Cela veut dire que vous avez 50 ans ou plus et vous êtes encore alcoolique et vous êtes encore hypertendu, eh bien, regardez-vous très bien, vous êtes une personne à haut risque pour un accident vasculaire cérébral. Il existe aussi un autre élément classé dans les risques majeurs, c'est un état dépressif. C'est vrai, nous tous nous rencontrons des problèmes dans la vie, des cas de décès. L'année 2020, par exemple, a été une année particulièrement difficile. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en 2021 et toute cette situation, toutes ces difficultés émotives, etc., peuvent entraîner un état dépressif accru. Et l'état dépressif est aujourd'hui classé parmi les risques majeurs d'AVC. Évitez autant que possible à être le plus dépressif possible. Et donc vous avez retenu un état dépressif, alcoolisme, âge généralement au-delà de 50 ans, hypertendu, connu, ça ce sont des situations majeures qui peuvent vous entraîner à un AVC. Regardez et observez bien ces conditions-là. D'autres groupes de risques sont des risques, on va dire, moyens. On cite par exemple l'état de diabète. Vous êtes diabétique, eh bien c'est une situation qui peut éventuellement vous entraîner vers un accident vasculaire cérébral, mais comme nous l'avons dit, c'est classé parmi les risques moyens. Il y a par exemple le tabagisme. Le tabagisme aussi est classé parmi les risques moyens. Des situations d'infection, généralement d'infection chronique ou prolongée, peuvent aussi, dans certains cas, être des risques moyens ou des risques qui peuvent vous entraîner à des accidents vasculaires cérébraux. Il existe aussi des antécédents familiaux, c'est-à-dire vous vivez dans une famille où les parents des frères biologiques sont hypertendus
ou ont connu des accidents vasculaires cérébraux. Ces antécédents familiaux ou la présence ou l'histoire des AVC ou des hypertensions dans la famille peuvent généralement aussi entraîner ou vous préparer à avoir des accidents vasculaires cérébraux. Mais comme bien sûr nous le disons, ce sont des risques moyens. Troisième groupe de risques, c'est des risques, on va dire, faibles. Et ici, on cite par exemple l'hypercholestérémie, on cite par exemple des migraines avec aura, c'est-à-dire des personnes qui ont souvent des migraines. Les migraines peuvent venir pour plusieurs raisons, ok? Et ainsi de suite. On parle aussi de l'obésité qui est classée parmi les risques faibles. Ça veut dire être obèse ne vous entraîne pas forcément à un accident vasculaire cérébral. Dans quel autre cas peut-on aussi avoir des signes que nous avons cités plus haut? C'est-à-dire des troubles neurologiques que nous avons cités. Nous avons cité la perte de l'odorat ou de sensation. Nous avons cité un trouble moteur. Vous n'arrivez pas à bouger un membre. Nous avons cité des céphalées. Nous avons cité beaucoup de choses. Nous avons cité troubles de langage et ainsi de suite. Eh bien, ces signes neurologiques-là, vous pouvez aussi les trouver dans des tumeurs cérébrales. Vous pouvez aussi les trouver dans des traumatismes crâniens. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a trouble d'odorat, chaque fois qu'il y a des céphalées qui ne tombent pas avec des médicaments anticéphalés, ce n'est pas forcément un AVC. Nous avions dit que c'était des risques majeurs, mais ce n'est pas forcément ça. Nous pouvons aussi trouver ces signes dans des tumeurs cérébrales ou dans des traumatismes crâniens. C'est pour ça, voir un médecin, c'est important. Lui peut faire ce diagnostic différentiel et vous dire exactement de quoi est-ce que vous souffrez. Maintenant, quel est le principe de traitement des accidents vasculaires cérébraux? Vous savez, dans le cadre de notre émission Pathologie médicale, nous avons pris l'option de ne pas vous donner le traitement complet des pathologies que nous allons aborder ici. Pour la simple raison que nous ne voulons pas que vous qui nous suivez, vous puissiez prendre nos conseils de traitement comme des traitements officiels. Parce que vous savez, chaque personne est différente de l'autre personne. Pour la même maladie, pour les mêmes conditions, le traitement peut être différent parce que le traitement est différent selon une personne et une autre. C'est pour ça que nous avons pris l'option, dans le cadre de cette émission, de vous donner des lignes ou des principes de traitement et non des traitements eux-mêmes. Vous ne trouverez probablement pas dans notre émission des doses des médicaments. Nous pouvons citer éventuellement des médicaments, mais nous ne donnerons pas des doses. Nous vous encourageons à aller voir votre médecin et lui est habilité, lui est préparé pour vous examiner et vous produire des médicaments, des prescriptions adaptées pour vous-même. Alors, quels sont les principes de traitement pour les accidents vasculaires cérébraux? Il y a le principe pendant la crise et il y a des principes après la crise d'un accident vasculaire cérébral. Pendant la crise, le traitement est thrombolytique, c'est-à-dire le médecin ou l'équipe de traitement va principalement travailler à diluer les thromboses quand il s'agit d'un AVC ischémique. Souvenez-vous, dans un AVC ischémique, c'est une thrombose, un blocage d'un vaisseau. Et donc le traitement va avoir comme principe de dissoudre ces caillots, dissoudre ces thromboses-là qui bloquent. Eh bien, le principe de traitement dans un accident vasculaire hémorragique est un peu différent parce que le médecin ou l'équipe de traitement va éviter au maximum de vous donner beaucoup de thrombolytiques parce que cela aura bien sûr tendance à aggraver la situation plutôt que de l'améliorer. Eh bien, en deuxième point, le traitement va consister à augmenter de l'oxygène dans l'organisme. Le principe va consister à vous oxygéner davantage, soit par un masque, oxygène avec masque,
ou de manière plus importante avec une oxygénation, avec une bonbonne, etc. au niveau de l'hôpital. Et bien sûr aussi, le principe de traitement va passer par des antihypertenseurs. Vous savez, l'hypertension est généralement toujours présent quand il s'agit de l'accident vasculaire cérébral. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après la crise? Après la crise, bien sûr, le médecin ou l'équipe de traitement va continuer à vous donner des antihypertenseurs pour maintenir votre pression artérielle à des niveaux normaux parce que, bien sûr, nous le répétons, l'hypertension est l'une des causes principales quand il s'agit d'un accident vasculaire cérébral. Et bien sûr, si vous êtes diabétique, le principe de traitement va aussi consister à contrôler le niveau de votre sucre dans le sang parce que le diabète, nous l'avons aussi dit, est un autre élément ou facteur moyen qui contribue à la survenue des AVC. Après la crise, votre médecin ou votre équipe de traitement va vous encourager à avoir la pratique des exercices musculaires, des exercices physiques pour permettre une bonne réadaptation. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était Franck Yatta pour le studio ETL et notre émission Pathologie médicale. À nous revoir bientôt pour un prochain numéro. Merci.